احنا في اوتيل كونكورد، معنا سليم 30 بلاسكو. نورمالمون معنا دوتر بلوغور. كلمنا سيم البارح قال الجماعة من لونو يحبوا يحكوا معنا، قول لاجئين دارفور احنا. تو نحاول كي يجيو نسجلهم كان حبوا اون ديفيوز سا، خاطر نتصور اون ني با لي سيل بلوغور و جو بونس با سكون فا دير لي سكري. كيب كونكتد. احنا داخلين توا للاجتماع مع جماعة ناسيونز اوني. سامحونا باش نصوروا اللي يصير وبارتي مهم اللي يصير، سامحونا باش نصوروه. سلام. رشماوي. مرحبا. اهلا سامحني. مرحبا. تصور هذا اسهل لانه كنا ساعتها بننظر لاتجاه واحد. Welcome. السلام عليكم. Bienvenue. سلام. السلام عليكم. اي حط هنا، نحط هنا. How long time they have and also which language? On peut parler en français. Oui. Vous parlez Oui, sans problème. YouTube. الصوت. Well, first of all, je voulais vous dire un grand merci pour avoir laissé vos occupations et être venu nous rencontrer. Comme vous le savez, nous sommes venus ici depuis mercredi dernier à la demande du commissaire pour discuter avec l'ensemble des acteurs du Nigérien gouvernementaux, non gouvernementaux, société civile, syndicats, l'équipe pays des Nations Unies, la commission diplomatique, les familles des victimes, nous avons rencontré le week-end des détenus aussi, pour essayer de voir, de comprendre ce qui se passe dans Tunisie actuellement et voir comment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme peut accompagner la transition en Tunisie pour qu'elle débouche sur un État plus respectueux de la dignité des citoyens, pour un État plus responsable devant ses citoyens, pour un État qui correspond aux aspirations pour lesquelles ce peuple tunisien a sacrifié son sang, et notamment celui de ces jeunes, des chômeurs, des personnes venant des régions déshéritées. Et c'est un peu dans ce sens que nous avons aussi pensé que le rôle des nouveaux moyens de communication, de nouvelles technologies de communication dans cette révolution qui s'est passée en Tunisie a été assez significatif pour être remarqué et analysé. Et c'est dans ce sens-là que nous avons demandé à vous rencontrer pour essayer de voir d'abord quelle est votre vision de ce qui se passe, quelle est votre vision de l'avenir. Et avec mes collègues qui vont se présenter. On s'est connu. Ouais, Je suis Francesca Marotta et je suis chercheuse de la méthodologie et formation au commissariat. Je m'appelle Bart Biaye, je suis le directeur de la division du Conseil des droits de l'homme et des procédures spéciales au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Moi, je m'appelle Mouna Rishma et je suis le chef de la branche de l'État de droit, la branche juridique de la commissaire. Alors moi c'est Slimane Mehmoud, je suis internaute à la base. J'ai été entrepreneur dans le domaine des technologies d'information et maintenant je suis secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Je suis Haït Maki, journaliste.
Je suis Ariel Yassini, ingénieur informatique et cyberactiviste. Non. Cyberactiviste. Cyberactiviste, d'accord. Ah, vous ne connaissez pas ce terme, merci pour Nous sommes dans la même génération. Frère, il reste plus que toi pour te présenter, si tu veux bien. Mon nom est Frèche Fernier, je suis tunisien, mais je suis fonctionnaire au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme depuis 15 ans. J'étais militant de la Ligue tunisienne des droits de l'homme en Tunisie. J'étais le directeur de l'Institut arabe des droits de l'homme et je suis coordinateur du Moyen-Orient et Afrique du Nord à Genève. Voilà, je prends une photo de groupe. Voilà. Peut-être que vous commencez peut-être par nous dire votre vision, votre rôle, donc qu'est-ce qu'elle a passé, et comment l'idée s'était commencé, comment vous avez commencé à penser de l'idée de blog et de Facebook, ou peut-être si vous pouvez, c'est pas un secret d'État. Non, c'est pas un secret d'État, mais ça remonte pas en fait à une année ou deux. Ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Je pense que la population tunisienne est une population largement éduquée. La Tunisie était parmi les premiers pays qui se sont connectés à Internet. Et la Tunisie est l'un des pays où il y a le grand manque de liberté d'expression. Donc ces trois ingrédients font qu'on converge naturellement vers la liberté vers Internet. Je pense que le premier vrai coup, ou le premier homme qui a commencé ce combat, l'Internet politique, l'Internet politisé, était Zouhaïl Erhaoui. Il a été emprisonné et il a payé par sa vie. Voilà. Ses décisions, ses choix. C'est le juge. Non, c'est son neveu. Mortal, le juge, c'est son Voilà. neveu, oui. Donc à partir de ce moment, le premier pas est fait, on ne peut plus faire marche arrière. On commence à s'en rendre compte qu'Internet peut être un moyen, un outil, une fenêtre d'expression. Et on commence à chercher, on commence à trouver, on commence à comprendre. Et petit à petit, les blogs naissent, les communautés naissent, les forums, Max 125, on commence à connaître des gens virtuellement, à discuter virtuellement, et ça converge vers le réel. Mais jusqu'à un certain moment, ça nécessitait une certaine connaissance, un certain niveau, un certain engagement. Et là, jusqu'à 2008-2007... Il n'y avait pas beaucoup d'internautes tunisiens aussi. Oui. Donc, déjà, l'infrastructure n'était pas, l'Internet n'était pas disponible partout. Donc, c'était que les grandes villes où on pouvait avoir Internet. Le débit était ajouté à ça la censure, c'était pas facile. Et un jour, les réseaux sociaux apparaissent. Et ça démocratise Internet. Pas besoin de grandes connaissances en informatique ou beaucoup de motivation pour pouvoir discuter et connaître des gens. Et ça commence petit à petit à faire une grande communauté tunisienne. Et il y a des gens qui ont compris, découvert qu'on peut faire passer des messages politiques à monsieur tout le monde à travers ces réseaux sociaux. Et ça commence. Même dans la scène politique tunisienne classique, même dans les partis d'opposition, on ne peut pas parler, on ne peut pas être écouté, parce qu'il y a des gens, il y a le chef de parti, le chef de la division, donc c'était hiérarchisé. Sur Internet, il n'y a pas cette hiérarchie. Si ce que je dis est intéressant, tout le monde va écouter, peu importe qui suis-je. Donc ça démocratise, tout le monde peut parler à tout le monde, il suffit de bien écrire, d'être concret, de faire quelque chose. Et je pense qu'il y a une autre étape, c'est l'étape de Zouhaïl Makhlouf. Lui, c'était un ex-prisonnier politique près du mouvement islamiste. Un jour, il a une idée, je pense que c'est le premier, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, moi je ne sais pas. Il a pris sa caméra et il est allé voir des gens qu'on a déjà torturés, des gens qui ont subi des abus de pouvoir, des trucs pareils. Il filme ça, il met ça sur Internet. Principalement sur son site qui est censuré en Tunisie, il met sur Facebook. Il s'appelle comment? Pardon? Il s'appelle comment? Zouhaïl Makhlouf. Et donc les vidéos, les messages politiques, les articles, tout ça commence à toucher monsieur tout le monde. Et je pense que le gouvernement qui a l'habitude de répondre agressivement a fait une erreur monumentale. Un jour, ils ont censuré Facebook. Et du coup, 2 millions de Tunisiens se rendent compte que la censure existe.
2 millions de Tunisiens apprennent le mot proxy. 2 millions de Tunisiens sont frustrés. Et maintenant que j'ai un proxy, je peux accéder. Tiens, quel type de censuré? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils ont découvert qu'il y avait de la censure. Tout le monde savait déjà qu'il y avait de la censure, mais là, ça commençait à devenir insupportable. Non, moi je le sais, mais tant que ça ne me touche pas, ça ne me gêne pas. Exactement. Ça a commencé à toucher tout le monde. Voilà. La Et donc, à partir de cette étape-là, après 2 semaines, je pense 3 semaines, ils ont annoncé que le président lui-même est intervenu pour lever la censure sur Facebook. Donc, et ça s'est passé de censurer Facebook à censurer les profils des activistes, les pages des activistes, les articles des activistes. Juste une question. Ça, c'était quand qu'ils ont... 2008. Ils ont censuré Facebook 2007 de 2008, je pense. Je ne sais pas, c'était entre mars et mai 2008. Voilà. Si mes souvenirs sont bons. Et voilà. Et voilà, monsieur tout le monde commence à s'intéresser à la politique, à lire, mais timidement, ça reste, on sait qu'on est surveillé, les pages qui parlent sont censurées. Et je pense qu'il y a une autre action qui a démocratisé l'action citoyenne politique à monsieur tout le monde. C'est l'action du 22 mai. Donc, moi et Slim, on a essayé de passer du virtuel, de dire non virtuellement, de passer à la rue. Donc on a décidé de se présenter au ministère de l'Intérieur et demander de bénéficier de l'article 8 de la Constitution et faire une démonstration devant le ministère de la Communication pour exiger la levée de la censure. Juste pour votre information, dans l'histoire de la Tunisie indépendante, ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'un citoyen demande ce droit. Avant ça, c'était soit des organisations, soit des partis. Et d'ailleurs, la débat qu'on a vue au ministère de l'Intérieur était surpris, ne comprenait pas comment ça se passe, c'est faisable ou pas. C'était un truc hallucinant. En plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le système face à son paradoxe. On a tout filmé. On a mis ça sur Facebook. Donc du coup, on était plus ou moins protégés. Parce que tout le monde savait qu'on n'était pas des terroristes, qu'on ne faisait pas de la politique. Beaucoup de Tunisiens pouvaient s'identifier en nous, on est jeunes, on a un travail, on a un niveau scolaire. Donc, monsieur tout le monde, en général, qui ne s'intéresse pas à la politique, s'intéressait à nous, il nous a suivis, et même les médias étrangers nous ont suivis. Je pense que c'est ce qui nous a protégés. La manifestation n'a pas eu lieu parce qu'un jour avant, on nous a kidnappés, Slim et moi, dans la rue, on nous a arrêtés pendant 12 heures, on devait signer des papiers, on nous a menacés avec des menaces de torture, de viol de ma soeur, de mettre la drogue à mon frère. On a été très humiliés, donc un traitement. On n'a pas été agressé physiquement, et je pense si on n'a pas été agressé physiquement, parce que les médias étaient là, on était attendus dehors. Je pense que c'est ce qui nous a protégés à l'instant, à cet instant-là. Et même si on n'a pas fait la manifestation, on a passé un message, d'accord, on ne manifeste pas, mais on descend tous à l'avenue Bourguiba avec des t-shirts blancs. On ne sera pas rassemblés, mais on sera dispersés et on passera un message. Et je pense que les gens, tout le monde, ce n'est pas les mêmes têtes qui descendent normalement, sont descendus dans la rue avec des t-shirts blancs, tout en sachant que la police les attend. C'est une première. Ils n'étaient pas très nombreux, parce que la police a bloqué l'accès à la rue, ils l'ont kidnappé, ils l'ont arrêté quelques-uns, mais il y avait des gens, donc des gens normaux, contactés par Internet, casse avec le virtuel. Quand on dit des gens normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas politisés. Voilà, ils sont pas des partisans, c'est pas les gens qu'on voit dans la rue en général ou qui osent protester en Tunisie. C'est des gens, laisse-moi tranquille, je suis en paix, tranquille, je sais que ça fait peur à la politique, mais il était là. Il était des jeunes. Historiquement, c'est des partis politiques d'opposition légale et surtout illégale qui manifestaient, qui écrivaient et qui étaient connus des services. Voilà, c'était les mêmes têtes dans la rue qu'on voyait. Mais ça, c'était nouveau. Et voilà, je pense qu'après, on a fait une autre action dans la même logique. On a envoyé des lettres aux députés, à tous les blocs parlementaires, on a filmé ça, on a cité les parlementaires auxquels on a envoyé les lettres, on a montré nos lettres, et on a invité les autres internautes à envoyer leurs lettres à leurs députés pour leur demander, légalement dans la loi tunisienne, la censure n'existe pas. Cette censure existe, on a demandé à nos députés de demander compte au gouvernement et de juger le monsieur qui enfreint la loi. Donc c'était deux opérations à la suite. On n'a pas inquiété lors de celle-là. On a organisé une autre, une style de flash mob. C'était pas un rassemblement, c'est pas une démonstration, c'est des gens qui rassemblent dans
dans un lieu et qui font dans le sens une minute de silence. Et on filme ça. Une manière de cette protestation, ainsi qu'on le fait avec un groupe pendant 1 minute. Celle-là a été réprimée, on a découvert le chemin et on a arrêté les gens dans le métro et dans les trains, les a empêchés d'aller à la place où c'était. Pendant tout 2010, on a fait plusieurs petites actions Voilà. contre la censure d'Internet. Petite précision d'ordre stratégique. En fait, le flash mob, c'est un moyen de protestation auquel on a recours quand les autres moyens sont bloqués. Pourquoi? Parce que pour la manifestation, il faut réunir beaucoup de gens, il faut se rassembler dans un endroit bien précis et il faut y rester. Par contre, le flash mob, par définition, c'est une foule éclair. C'est-à-dire qu'on se réunit, je vous explique, on se réunit dans un endroit bien précis, à un moment bien donné, on prépare les choses à l'avance pour que ce soit filmé et on fait une action immédiate, instantanée, très courte, qu'on filme et après on se disperse rapidement. Genre, je sais pas, pour dire n'importe quoi, on se met tous devant le ministère de l'Intérieur, on fait que ça, on filme ça pendant quelques secondes, c'est bon, on remballe et voilà. Et là, on a la vidéo, on a fait notre action et ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour réagir. Voilà. Et si je peux vous donner une autre perspective sur alors, le problème de la Tunisie, c'était Des flics. Non, c'était des flics, oui, mais c'était aussi l'absence d'information, l'absence de système médiatique, de système d'information viable. Alors, les gens n'étaient pas informés. Et ce qui a fait que Internet, les réseaux sociaux, sont devenus une source d'information très très importante en Tunisie. C'est ça qui s'est passé en Tunisie. C'est-à-dire que le fait que tous les médias soient contrôlés par l'État, la presse, la télévision, la radio, etc., tout le monde s'est détourné de ces médias-là et s'est rabattu sur Internet. Du coup, Internet et les réseaux sociaux sont devenus très très importants comme source d'information. Et du coup, puisque c'était très important, il y avait ce problème de la censure, donc on a focalisé sur le problème de la censure d'Internet, parce que c'était le mécanisme avec lequel l'État contrôlait Internet. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi toutes ces démonstrations contre la censure d'Internet, parce que si on levait le verrou sur Internet, ce serait une onde de choc. Voilà, tout refonctionnerait de nouveau. Et donc on a fait toutes ces manifestations, etc., contre la censure d'Internet. Ce qui s'est passé, c'est que donc la manière avec laquelle on a fait ça, et le fait que Facebook a été censuré après, on a enlevé la censure par le président de la République a enlevé la censure, a fait que Facebook a été protégé en quelque sorte, puisque personne ne pouvait le censurer de nouveau, puisqu'ils avaient annoncé une immunité. Donc ils l'ont laissé, en gros, ils ont censuré plusieurs pages de Facebook, mais ils n'arrivaient pas à suivre la cadence, parce qu'il y avait des milliers de gens qui créaient des pages à longueur de journée, et donc on est arrivé à les submerger d'informations. Et donc, en fait, ce mouvement de protestation contre la censure sur Internet, à un moment, qui, en fait, on faisait ça à la longueur de l'année 2010, et suivant les événements, on réagissait aussi aux événements. Quand il y a eu Sidi Bouzid et les manifestations de Sidi Bouzid, bien sûr, il n'y a pas eu de couverture médiatique, ce qui a encore plus attisé la rage des gens de Sidi Bouzid. On a vu ça sur Facebook, nous. On a vu les gens protester sur le fait qu'ils n'étaient pas écoutés. Et moi j'ai vu quelqu'un à Sidi Bouzid, c'était le premier jour ou le deuxième jour, il était filmé avec un téléphone, et la vidéo est passée sur Facebook, il disait, nous on est sortis, on est allé on a fait une manifestation pacifique. Et on a regardé les informations, il n'y avait rien. Qui va porter notre voix, on n'est pas écouté. Donc ça les a fait encore plus enragés. Et donc sur ça, nous, qui sommes pour la liberté d'expression sur Internet, donc on a en fait accentué le travail sur les événements, on a relayé l'information sur ce qui se passait à Sidi Bouzid. Ça a créé un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a d'autres régions de Tunisie qui ont commencé à bouger. Et après, donc, toute la Tunisie a bougé, il y a eu des manifestations à Tunis. Un autre journaliste qui n'est pas avec nous maintenant, Sofiane Chourabi, qui a été très très important, il est allé à Sidi Bouzid, il a filmé les manifestations et a mis sur son blog les vidéos. Et donc tout ça a créé un effet boule de neige, ce qui fait que le gouvernement
gouvernement ne pouvait plus contrôler. Il y a eu des manifestations partout en Tunisie. Il y a eu un effet d'émulation. Les gens filmaient eux-mêmes les manifestations, les vidéos, ils les mettaient sur Facebook. Et donc ça a créé cet effet boule de neige qui a créé, en fin de compte, qui a abouti à cette révolution. Ce qui est important pour moi, et la participation d'Internet dans tout ça, elle se concrétise dans le fait qu'il n'y avait pas d'autres sources d'information et que Internet a fait le rôle d'information qui est nécessaire. S'il n'y avait pas Internet, le gouvernement aurait réussi à tuer la révolution dans l'œuf. Comme ça s'est passé en 2008, à Taïf, il y avait une insurrection pareille, avec les mêmes causes, les mêmes sources, et ça n'a pas été médiatisé, et le gouvernement a réussi à l'étouffer. Moi je pense que la démocratisation des appareils photo, des téléphones portables, avec Internet et les réseaux sociaux, a créé un nouveau rôle. Le citoyen journaliste, le citoyen reporter, qui filme, qui vérifie, qui contacte des gens, qui essaie d'obtenir des sources, vérifier son information, de la poster, et de la commenter, et même de faire des analyses. Donc le gouvernement tunisien voulait tuer ou museler les 1000 ou 2000 journalistes, il se trouvait avec 10 millions de journalistes. Et en fait, je pense qu'il y a un truc très important qu'il faut préciser aujourd'hui, parce que tout le monde est en train de regarder ce qui s'est passé en Tunisie comme étant en première en Tunisie, et maintenant je regarde ce qui se passe en Égypte comme étant le premier en Égypte, alors que c'est pas vrai. Déjà d'une, parce que, comme l'a dit Yassine, ce qui s'est passé à Sidi Bouzid, c'est un peu le remake de ce qui s'est passé en 2008 à Taïf, à Nafsa, sauf que là, les gens n'étaient pas aussi bien éduqués à, on va dire, à la culture de la communication du net. Donc ça a été étouffé dans l'œuf, ils ont tout oublié, ils ont réprimé les méthodes. Oui, ça c'est très important. En fait, on a beaucoup essayé avant d'arriver à ce résultat. Ça c'est important, parce qu'on a l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain avec une stratégie, mais on a fait des choses qui n'ont pas marché avant. Ça c'est la première chose. Donc les événements, il y avait déjà ça. Deuxièmement, l'innovation de Mohamed Bouazizi, ce n'était pas la première fois que quelqu'un s'immolait par le feu parce qu'on lui confisque sa charrette et qu'on ne veut pas lui donner d'autorisation. Il y avait déjà eu un Amnesty au mois de mars. De deux. De trois, ce n'est pas la première fois que des gens font des manifestations et organisent des trucs, organisent des mouvements de protestation sur le net, parce que ça s'est déjà passé via la manif dont vous a parlé Yassine, celle du 22 mai. Le 6 avril des Égyptiens aussi, c'est pas la première fois qu'ils se manifestent, qu'ils parlent, qu'ils organisent sur Internet, ça n'a pas pris cet écho. Donc c'est tout un processus en fait, c'est pas juste quelqu'un qui s'immole, les Internet filment et le dictateur part. Non, c'est un processus qui a commencé beaucoup plus avant que ça. Il y a eu beaucoup d'événements intermédiaires, et heureusement cette fois c'était la bonne. Donc pour boucler, l'Égypte, la première fois c'était une campagne qui s'appelait Nous sommes tous Khaled Saïd. Oui. C'était par rapport à un garçon qui s'est fait tuer par des flics en pleine rue à force. Et nous avons tous participé. Les Tunisiens, tout le monde, et ils ont essayé de faire un forcing, d'imposer leur cause. Et ils ont obtenu une condamnation de cet acte par Gamel Moubarak, le fils de Hosni Moubarak, et ils ont obtenu de traduire les deux policiers qui ont tué le jeune homme en justice. Donc aujourd'hui, c'est la même équipe qui a repris les choses en main et qui s'est décidé de lancer le jour de la colère, avec bien évidemment un travail de préparation qui a eu lieu plusieurs semaines avant, avec en role model, si vous voulez, la révolution tunisienne. Donc ils ont dit voilà. Et le support international, parce qu'il y avait aussi un événement, c'est un concours de circonstances. Comme je vous ai dit, on a beaucoup essayé avant, mais là ça a marché à cause d'un concours de circonstances. Il y a eu aussi des attaques de Anonymous qui ont été très importantes pour médiatiser l'événement international. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire Wikileaks? Oui. Alors, l'affaire Wikileaks, après cette affaire-là, il y a Anonymous, qui est un groupe d'anonymes sur Internet, qui ont lancé une opération pour attaquer tous ceux qui ont la compagnie Visa, etc. Tous les sites. Ceux qui ont essayé de balayer Wikileaks. Anonymous a eu une grande médiatisation et un intégré très grand de la presse internationale. Anonymous pour lui-même. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est que Anonymous s'est intéressé à la cause de Sidi Bouzid à un moment. D'accord ? Nous sommes intéressés à Anonymous à un moment, et après Anonymous s'est intéressé à nous après à un moment. Et donc, ce qui a fait que Anonymous a lancé une opération pour attaquer les sites gouvernementaux tunisiens.
Les médias internationaux se sont intéressés à la cause tunisienne parce que Anonymous a attaqué les sites Il nous a ramené son audience. Voilà. Donc il y a eu une audience internationale en même temps à cause de Anonymous qui a fait que ça a aussi participé à l'effet boule de neige. Le gouvernement a eu beaucoup de pression. On a été arrêtés, moi et Aziz, qui n'est pas là malheureusement à cause de ces attaques de Anonymous, sous l'accusation d'avoir participé à ces attaques. Et il y a eu encore plus de soutien international et de la pression sur le gouvernement tunisien, y compris de la part du gouvernement américain. Donc le gouvernement était sous pression, en quelque sorte, et ça aussi, ça a participé. Pour se protéger de ça, le gouvernement lui-même essayé de pirater les comptes Facebook et les comptes email des activistes. C'est pas un compte, c'est pas deux comptes, mais c'était pas un des cas isolés, c'était organisé. C'était même pas qu'il a essayé de fait des comptes, mais il piratait tout le monde par défaut. La structure de l'Internet en Tunisie, sa centralisation dans une agence où on doit passer pour se connecter. Ils ont fait des faux pages de Facebook et de faux pages de Gmail. Vous tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe, et hop, les stocké par défaut. Donc le jour où on veut vous espionner, on le fait. On a qu'à piocher dans un fichier Excel. Voilà. Skype. Oui. Skype, ils ont essayé de censurer, mais d'une autre façon. Parce qu'en fait, pour les réseaux sociaux et les comptes mail, comme Yassine l'a expliqué, configurer une fausse page. Quand vous allez là-dessus, il y a des scripts cachés qui enregistrent votre login et votre mot de passe sans que vous en rendiez compte. On n'est pas en séminaire. Donc ils utilisent ça quand ils veulent. Par contre, pour Skype, ils ont fait du lobbying avec l'opérateur historique du pays pour censurer la voie IP, pour limiter les communications, pour les gêner, et ils en ont profité pour lancer des offres commerciales en lobbying avec d'autres sociétés derrière, etc. Et là, juste pour finir, là, il y a eu quelques personnes qui ont lancé une campagne, tout comme on a commencé avec Saïd Salah, pour traduire intégralement, c'est foutez-nous la paix. Et ils ont. C'est le nom de la campagne. En disant, foutez la paix à Skype, je veux appeler ma famille. Et c'était par rapport aux Tunisiens à l'étranger qui utilisaient tout le temps Skype pour appeler leur famille. La loi tunisienne, dans ce qu'elle est maintenant, interdit le cryptage. Dans le sens, si moi je veux envoyer un mail à un document crypté, je n'ai pas le droit. Si j'ai un besoin spécifique pour crypter, je dois me présenter à l'Agence nationale de certification électronique, donner ma clé, et pouvoir crypter. Comme ça, le gouvernement, s'il veut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, il le peut. Mais moi, si j'utilise le cryptage, c'est interdit par loi. C'est pas du non-dit où on vient vous harceler, mais la loi, elle est écrite noir sur blanc. Non, vous n'avez pas le droit à crypter. On a créé une agence de certification électronique où vous donnez votre clé et le motif pour lequel vous voulez crypter. Et comme ça, le gouvernement sait qui vous êtes. Et s'il veut lire qu'est-ce que vous transmettez, ben, il a le droit de le faire légalement. Et notre glorieuse Chambre des députés a accepté ça, elle a trouvé ça très juste. Malgré le fait que dans la Constitution, on a le droit à la confidentialité de la correspondance. Voilà. Donc c'était complètement en contradiction. On a des lois qui contredisent la Constitution. Aucun député ne vous a répondu au message que vous avez envoyé au départ? Il y a eu des réactions, oui. Quelques réactions timides, très timides, parce que je pense que ce qu'on a compris par les députés d'opposition, on a contacté, mais ce n'était pas public, hein, c'était officieux, c'est que s'ils vont le faire, suivant la loi tunisienne, le gouvernement tunisien n'est pas responsable devant le peuple, ou le Parlement est responsable devant le président, et de deux, ça va être mal pris, et la prochaine élection, on va priver leur parti de leur chaise, parce que le 25% que destine le gouvernement aux partis d'opposition, leur distribution n'est pas si nette que ça. Donc ils me disent, bon, vous me mettez dans un engrenage. En fait, il y a que fait votre mouvement depuis le départ de Ben Ali? Là, actuellement, est-ce que vous suivez les manifestations? Il y a des gens qui sont dans le gouvernement, oui. Il y a des gens qui continuent à manifester contre le gouvernement. Il y a un genre. Il y a tous les autres qui sont contre. Deux gens qui sont contre le gouvernement, c'est lui et Aziz. Non, c'est pas lui et Aziz. Moi, comme j'ai Internet, qui a travaillé avec Slim, qui a vécu tout ça, je pense que Slim a été utilisé par le gouvernement
transition, parce qu'ils ont finalement compris la force d'Internet, qu'Internet fait l'opinion publique, que les gens croient à Internet, donc ils savent si ce gouvernement-là, s'il va trembler, sera le coup fatal d'Internet. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un internaute connu, respecté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ils l'ont combiné, je sais qu'il est naïf, et ils l'ont mis dans un poste au gouvernement. Et ça a marché, parce que beaucoup de gens ont accepté ce gouvernement, ont été modérés par rapport au gouvernement, juste parce qu'ils ont confiance en Slim, ils disent on connaît Slim, si Slim est accepté, bah ça doit être bon. Donc moi je pense que Slim a eu Dieu, a accepté, peut-être qu'il a pensé pouvoir changer, mais je pense qu'il n'aurait pas dû cautionner ce gouvernement par sa personne, par son vécu, d'autant plus qu'il est dans un ministère, c'est un gouvernement transitoire, il va aider surtout le gouvernement, où il n'y avait que les grandes parties, c'était les mêmes au pouvoir avant la révolte. Donc moi je pense toujours, et je ne suis pas le seul, qu'il n'aurait pas dû. Moi je pense que c'est... Pourquoi vous avez accepté alors? Parce que moi je pense que c'est bien que les gens qui ont participé à ce mouvement, et les jeunes en général, soient dans toutes les parties de la société, gouvernement, opposition, dans la rue, dans les journaux, etc. Donc moi je joue mon rôle d'être dans le gouvernement. Donc s'il faut changer tout le système, il faut changer tout le système, y compris le gouvernement. Moi, il faut être partout. Je ne suis pas d'accord. Si j'aurais bien compris si je voyais que tu étais là, non pas comme un décor pour faire passer la pilule, mais qu'il y avait des actions concrètes de ta part. Je lui ai parlé, il est le secrétaire d'État de la jeunesse. Il est le secrétaire d'État. Il va faire des actions concrètes après une semaine et il ne me laisse pas travailler. Non. Il est le secrétaire d'État à la jeunesse. Il y avait des jeunes à la CASBA qui avaient des revendications, des demandes. Il était dans son bureau, pas avec eux. Ils avaient écouté. Donc dans une semaine, il a eu l'occasion de faire un pas réel, concret à la jeunesse. Il ne l'a pas fait. Donc moi, je lui dis, il est là, je lui ai déjà dit dans une radio publique, la différence c'est qu'entre Slim et moi, on est amis, mais je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je pense que, en quelque sorte, il est le ministre de la jeunesse. Pour la jeunesse dort. Il est dans son bureau, il tweet. Il a oublié que ceux qui ont fait la révolution, ce sont les gens qui n'ont rien. Les gens qui n'ont rien, il était là, il n'est même pas allé les voir. Je suis ministre de la jeunesse dans un gouvernement transitoire. Je ne représente pas ces jeunes. Tu représentes qui alors? Je ne représente absolument personne. Je suis là pour faire mon boulot de faire des élections libres. Et de gérer des affaires courantes pendant ce temps-là. Est-ce que contacter la jeunesse, écouter la jeunesse, contacter la jeunesse, écouter la jeunesse n'est pas le travail du secrétaire d'État à la jeunesse? Je me pose des questions. Et préparer des élections libres. Bon, d'accord. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça nous permet d'avoir on est amis personnellement, mais moi je suis contre lui jusqu'à ce qu'il démissionne de ce gouvernement. C'est ça la démocratie, c'est ça la démocratie, de s'exprimer et d'être ami. Je vous dis, c'est la démocratie. Moi je conseille de démissionner pour sauver sa carrière s'il veut encore avoir une carrière politique. Non, parce que mais c'est ça ce que je n'ai pas compris, c'est que je ne veux pas avoir une carrière politique. Je suis kamikaze dans ce gouvernement. Bon, maintenant que certains sont au gouvernement, d'autres ne le sont pas, comment comptez-vous, est-ce que vous comptez accompagner cette transition? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que vous voulez véhiculer pendant cette transition? Est-ce que vous êtes en contact justement avec ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, ceux qui étaient dans les campagnes reculées, ceux qui sont versés de sang, pour essayer de alors moi, faire en sorte que le contact à travers Internet avec ces gens-là, comme toujours. D'ailleurs, quand il y avait les événements de Sidi Bouzi, j'étais en contact à travers Internet, tout le temps. De toute façon, je suis en contact avec tout le monde à travers Internet, parce que c'est ma personnalité et mes choix personnels. C'est-à-dire que même lui, je suis en contact avec lui à travers Internet. Il habite en Belgique. Et donc, moi, je crois beaucoup en Internet. J'ai une vision de ce que pourrait être une société à base d'Internet. Mais ça, c'est au-delà du gouvernement et même de la Tunisie, peut-être. Donc j'ai des projets politiques dans le sens large.
par politique restreint au gouvernement actuel. Et donc, je suis toujours en contact à travers Internet avec tous les gens qui sont aussi du musique. Je n'ai pas besoin d'aller les rencontrer quand ils viennent ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer Internet là où ils sont et envoyer aussi les médias là où ils sont, faire la presse locale, des choses comme ça. Pas besoin. Il y a 2 blogueurs déjà qui sont déjà à Sidi Bouzid, un autre à Kasserine, moi je pars demain. Donc il y a d'autres blogueurs qui ne sont pas arrêtés là, qui prennent leur caméra, leur laptop, qui vont écouter ces gens-là, personne n'écoute, qui vont continuer jusqu'au bout leur travail de citoyens journalistes. Il y en a même lorsqu'il y avait des balles qui tiraient, il y avait des blogueurs qui sont déplacés, pris des photos, qui se déplacent, qui n'ont pas oublié. Parce que moi, comme jeune, quand je parle à d'autres jeunes qui ne sont pas au gouvernement, ils me disent qu'ils sont trahis. Parce que la révolte a éclaté pour des causes sociales, pour des causes de dignité. Et la réponse que le gouvernement transitoire a donnée, c'est des solutions politiques. Dans le sens, le monsieur de 19 ans qui s'est mis face au bal, il n'a rien à foutre, il n'a rien à faire, pardon, qu'on donne un visa au parti X ou au parti Y. Sa situation est toujours la même. Et qu'est-ce qui se passe? La classe politique tunisienne, qui normalement devrait encadrer la rue, il ne l'a pas fait. Qui aurait dû soutenir la révolution, elle ne l'a pas fait. C'est elle qui obtient le résultat, les réponses politiques. Donc du coup, elle se tourne contre le peuple, elle l'oublie, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu l'amnistie générale, elle a eu les visas pour les partis, elle a eu ça. Et donc ces gens-là ne sont toujours pas écoutés, leurs problèmes sont toujours les mêmes. Atala, toujours il n'y a pas d'usine. Atala, toujours les mêmes qui étaient là avec l'ancien parti sont toujours là, rien n'a changé. Rien pour eux. Donc, non, c'est mon avis personnel, pardon, il n'est pas terminé. On est bien, il faut faire des élections. C'est des élections parce que moi comme jeune, les autres jeunes dont j'ai parlé, c'est que les jeunes sont sortis pour faire une révolution. Une révolution, ça casse l'ancien et ça rebâtit du nouveau. Ce qu'on veut, on veut transformer cette révolution en une révolte, changement, ok. On va faire progressivement, on va essayer de modeler, on va essayer de changer. Donc on a l'impression qu'on veut nous voler notre révolte. Et ça, la classe intellectuelle, la classe politique qui normalement doit faire ce rôle-là, elle démissionne et elle accepte les solutions politiques. Mais, bon, je vais passer dessus brièvement parce que bon, c'est l'avis d'Yassine, moi j'ai le mien, Yassine a le sien. Il n'y a toujours pas d'usine à Kasserine, il y a toujours du chômage, c'est tout à fait normal. Nous sommes le 1er février, Ben Ali est parti le 14 janvier. On ne bâtit pas des usines, on ne crée pas des postes en 2 semaines. Maintenant, moi d'après ce que j'ai appris, c'est que M. Ahmed Najib Chebi, président de l'économie et du développement régional, il a ordonné un budget, pour si je me trompe, de 300 millions de dinars a été consacré au développement régional. Maintenant, est-ce que ces promesses seront tenues ou pas? Là est la question. Donc là est la question, et il faut suivre le travail du gouvernement, qu'il soit provisoire ou qu'il soit installé durablement, avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention, et surtout savoir faire la part des choses pour déceler ce qui est en train de changer ou pas de façon concrète. Donc ça c'est pour résumer un petit peu brièvement. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce qu'on compte faire pour la suite. À mon échelle personnelle, et en collaboration avec Slim, Yassine, Aziz, Bendirman qui n'est pas là, Badia Anaïsatou qui est une artiste engagée tunisienne. La question que je me posais, où sont les femmes? Tout à fait. Les femmes sont là aussi. Il y a une autre militante qui s'appelle Oueden, qui s'appelle Wissal. Il y a beaucoup de femmes avec qui nous sommes. Anne également, exactement, tu viens de me rappeler. Lina Benani également. Donc, bon, on ne va pas faire de discrimination positive. Non, mais sérieusement. Donc, on est en train de réunir un collectif de jeunes et nous comptons créer notre propre mouvement. Donc, quand je dis mouvement, ce n'est pas forcément dans le sens politique du terme. Donc, ce sera normalement une association. On va faire un dépôt légal demain, après-demain ou plus tard. Et ça va être une association qui réunit des jeunes Tunisiens, c'est-à-dire ses valeurs principales seront la liberté, la dignité et la traduction plus ou moins sociopolitique de ces valeurs qui est la démocratie.
et on va œuvrer en sorte pour essayer un petit peu de donner la voix aux jeunes, de savoir quelles sont leurs demandes, leurs revendications, de faire passer ces demandes-là aux décideurs, et puis très probablement pourquoi est-ce que ce ne sont pas nous qui seront les décideurs de demain, parce que cette révolution... Pourquoi de demain, pourquoi pas les décideurs d'aujourd'hui? Voilà. Moi je pense, Encore mieux. je vais le faire, je ne vais pas faire une association pour avoir un rôle consultatif. Moi je vais faire des listes de jeunes et présenter aux élections législatives pour ne pas être juste consultatif, mais pour faire la loi et la respecter en étant à la voix des jeunes. Donc le rôle consultatif, il y en a marre, c'est les gens qui ont fait la révolte, ce sont les jeunes qui ont supporté la révolte, ce sont les jeunes qui ont payé le prix pour la révolte, bah c'est les jeunes qui ont profité de la révolte. C'est le mouvement des indépendants démocrates? Non. Ça c'est plutôt le nom d'un parti politique. Notre association... C'est des internautes aussi, non? C'est des bloggers. Non. Moi je connais pas. Il y en a. C'est le mouvement des jeunes démocrates. Moi je les ai reçus. Non, pas des jeunes, c'est des indépendants démocrates. Je ne sais, C'est franchement, des bloggers. je n'ai pas suffisamment de données pour vous répondre conformément à la réalité. Mais c'est pas... Notre association n'a pas encore décidé du nom définitif. Le nom qui a été proposé et qui a recueilli, c'est-à-dire qui a été apprécié par beaucoup de personnes, je crois qu'il est signé longtemps pour la première fois. On a proposé le nom Les Jeunes Ahye. Les jeunes. Ahye. Les Jeunes Ahye, ça veut dire les jeunes vivants, mais surtout parce qu'en fait, ce nom, d'où est-ce qu'il est venu? Il est venu du fait que quand Ben Ali est parti et quand il y a eu les milices qui ont commencé à tirer dans tous les sens, à provoquer l'état de chaos, etc., il y a eu ce qu'on appelle l'hygiène Ahye. En français, c'est les comités de quartier, les gens qui ont fait les barrages, qui ont défendu leur quartier. Et en fait, on a fait un jeu de mots. Les jeunes, qui veut dire comité en français, on l'a transformé en les jeunes. Donc ça donne en même temps les jeunes vivants et les jeunes des quartiers. Donc c'est la voix des jeunes du peuple. Les jeunes du peuple. En arabe, ça devient comment? Les jeunes, ça reste comme ça. Les jeunes. Les jeunes. Ahye. Non, c'est bien le jeu de mots. J'ai aimé le jeu de mots. Il faut savoir en arabe qu'est-ce que ça donne. C'est moderne. C'est moderne. C'est une piste. On est en train de réfléchir à plusieurs pistes. Et vous pensez que vous pouvez mobiliser les jeunes par-delà les classes sociales, ou bien seulement qui ont les moyens d'avoir... Non, on a déjà mobilisé les Non, jeunes. quand il s'agit là de se transformer en mouvement social. Les jeunes qui sont sur Internet, c'est au-delà des classes sociales. C'est très très important. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus riches, on trouve en Tunisie en tout cas. Je sais que c'est le cas par exemple en Syrie, etc. Mais en Tunisie, ça n'a aucun rapport avec le niveau. Parce qu'on a on a des publinettes, on a des cybercafés, disons, on les appelle publinettes ici, et tous les jeunes de tous les statuts sociaux, ils accèdent à Internet. Les étudiants, c'est... Les jeunes instruits et qui s'intéressent à Internet, même les pas instruits du tout, en fait, ils vont sur Facebook pour chatter et faire des rencontres. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Vous savez, il y a 2 millions de Tunisiens sur Facebook. En termes de pas pourcentage, 2 millions. Donc en termes de pourcentage de membres inscrits sur Facebook par rapport à la population globale, la Tunisie bat tous les pays du monde arabe et même la France. Donc on a beaucoup de gens sur Facebook. La Belgique, la France, je ne sais pas, mais la Belgique. Et comme excusez-moi, juste une petite parenthèse, il faut dissocier, il faut se débarrasser définitivement du cliché que Internet égale petit bourgeois ou personne riche. Ça n'a rien à voir. Je peux vous assurer que la majorité écrasante des personnes que je vous ai citées tout à l'heure, elles viennent de quartiers populaires et... Mais quand on dit les gens, c'est quel âge entre quel âge les gens Entre 15 et 50 ans. Mais ceux qui ont 50, c'est bien pour moi. Oui, mais en fait, je rajouterai ça. ceux qui ont eu le courage de parler et peut-être aussi les plus vieux diront la naïveté, c'est les jeunes. C'est pour ça que c'est eux qui ont fait la révolution. Parce que les plus vieux, ils sont sur Internet, ils suivaient toutes les manifestations, mais ils n'osaient pas participer pendant toute cette période. C'est-à-dire aussi,
Mais tout le monde, tous les Tunisiens, ils sont là. La mère, mon père, même des grands-mères sont sur Facebook. Parce que c'est la seule source d'information. En fait, c'est la seule source d'information alternative. Parce que les autres médias ont toujours été dominés par le pouvoir en place. Donc, si vous voulez, vous savez que dans tout type de culture, il y a toujours le courant dominant ou mainstream et la culture underground ou alternative. Que ce soit la musique, cinéma, un peu de tout. Et sur les médias, c'était pareil. Tous les médias tunisiens classiques, ils étaient des médias mainstream. Et pour avoir autre chose, donc ça diffusait tout le temps la même chose. Pour avoir autre chose, il faut aller sur Internet. Et il faut c'est-à-dire rien aussi, voilà. Et les discours des présidents, voilà. choses Vous avez chaque jour il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus intelligent, il est tout ce que vous voulez, il sait tout faire, même la cuisine il sait faire, il parle tout le réussit, tout le monde l'applaudit. Vous avez sa photo dans la une de tous les journaux chaque jour, c'est-à-dire sur le journal de 20h, ça dure 30 minutes, dans 20 sont réservées à ce qu'a fait le président. Et en fait, pour faire autre chose, il faut venir sur le net. Il faut savoir que le mouvement de protestation sur le net en Tunisie est très illégal. Le mouvement Takriz, il a été fondé en 98. Donc, ils avaient des forums, ils se connectaient que via des proxys et tout. Déjà, en l'an 2000, je suivais ça, j'étais évalué. Donc voilà, c'est Internet qui a permis, c'était le premier média tunisien à donner aux gens la priorité de s'exprimer comme le mouvement Takriz, en fait, c'est un forum qui a été créé, qui s'appelle Takriz, qui critiquait, mais pas le gouvernement, en fait, il critiquait les conditions sociales de la ville, etc. À l'époque, il a été censuré après. Et là, il s'est radicalisé. C'était devenu de l'attaque directe contre le gouvernement. Je pense que la révolution en Égypte a réussi. Zuckerberg sera nominé au prix Nobel de la paix. Non, c'est bon, il a déjà été élu homme de l'année. C'est bon. Le fondateur de Facebook. Je vais contre ça. Non, radicalement. C'est un mec qui cherche qu'à gagner du fric. Je ne vois pas pourquoi il gagne. Non, surtout comme Facebook, c'est le pire. Il y a eu Shimon Peres qui et Obama aussi. Non, mais Peres, c'est... Je peux poser une question. Oui, vas-y. Non, je voudrais savoir comment vous voyez le paysage de l'information aujourd'hui en Tunisie en termes de liberté d'expression, en dehors d'Internet. Et ma deuxième question, c'est en relation avec les dérapages à l'intérieur de Facebook et d'Internet. La désinformation. La désinformation, parfois ce que je vois sur Facebook, etc., il y a des informations de mensonges aussi, il y a des informations, comme vous l'avez dit. Comment éviter ces dérapages? Alors, concernant le paysage médiatique tunisien, il s'améliore beaucoup. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'il y a plus de liberté, mais il leur faut un temps d'adaptation. Là, ils essayent, mais j'espère qu'il y aura beaucoup plus de médias et qu'eux-mêmes, ils vont de plus en plus avoir les nouveaux réflexes, parce qu'ils ont du mal à s'adapter là. Donc, on a 3 chaînes de télévision, les journaux, c'est-à-dire que le problème des anciens médias, c'est qu'ils sont gangrénés de l'intérieur. Sur Internet, c'était facile de lever la censure, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Donc tout était décensuré d'un seul coup, donc c'était technique. Sur les médias, ils sont gangrénés de l'intérieur, les directeurs, les éditorialistes, les journalistes eux-mêmes, ils étaient corrompus en eux-mêmes. Donc c'est très très difficile à enlever toute cette corruption de l'intérieur, donc il faut beaucoup plus de temps. Mais ça avance très bien. Concernant la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est une guerre d'information, mais on a les compétences pour la combattre. C'est-à-dire qu'il y a des moyens techniques, c'est-à-dire que l'information en fait est complètement différente sur les réseaux sociaux parce que il y a des moyens de l'agréger et de la contrôler, mais les gens ne savent pas le faire. Mais nous, on sait par exemple comment le faire, mais il faut un peu de temps pour que tout le monde soit formé. C'est très simple. Quand il y a une fausse information sur Internet, elle est corrigée dans la demi-heure. C'est-à-dire sur un réseau social, tu as une fausse information qui sort,
tu as une centaine de personnes qui commentent et disent non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas. Et c'est bon, elle est partie. Le problème, c'est que en une demi-heure, elle a été reprise par Al Jazeera. Et Al Jazeera, c'est une chaîne de télévision, et donc elle ne peut pas corriger. Et donc le problème, c'est que, en fait, la diffusion de l'information sort du cadre d'Internet, en quelque sorte, et en fait, le problème, il est là. Si la source de l'information restait Internet, ou la vérification de l'information restait sur Internet, il n'y aurait pas de problème, vraiment. Et sur Internet, en fait, c'est l'immédiateté et la rapidité. C'est-à-dire que l'information sort, immédiatement elle est démentie ou vérifiée, etc. Et donc, il faut aussi réagir dans le même sens. C'est-à-dire que, par exemple, pour le gouvernement, ce qu'il faut, c'est de démentir immédiatement. Et pour mettre des mécanismes en place, des structures, les gens qu'il faut, etc., pour être en veille, pour veiller, il faut de la veille sur Internet pour corriger immédiatement l'information et qu'elle soit et que toutes les sources elles soient sur Internet. Par exemple, je donne une solution, par exemple, c'est qu'on va essayer au gouvernement d'être tous sur Internet, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux personnellement. On va essayer de convaincre mes collègues. Là, c'est le prophète du net. Voilà, mes collègues d'être sur Internet en contact direct. J'en ai convaincu quelques-uns. Et là, on est en concurrence avec le gouvernement américain et russe sur le nombre de ministres sur Internet. Et on va sûrement gagner sur le nombre. Et donc, en fait, quand tu as un ministre directement sur Internet, par exemple le ministre de la Justice, et qu'il y a une information, le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui est sur le réseau social, et qu'il y a une information qui sort, qui dit, par exemple, je ne sais pas, des arrestations arbitraires, des morts quelque part, le ministre de l'Intérieur, il réagit en son nom, il dit non, c'est faux. Et ça s'arrête là. Et c'est comme ça la nouvelle gouvernance et la nouvelle information. Mais il faut du temps pour mettre ça en place, en fait. Ça peut être géré par le ministre lui-même ou par un petit cabinet ou son cabinet. Ouais. Oui, mais ça dépend. Oui, il faut mettre une organisation. Par un attaché de presse, en vertige. Sur Internet, on fait community manager. Je crois l'un d'entre vous a dit que, et pour l'avenir, c'est sûr que, mais vous avez mentionné aussi que l'ancrage est toujours le même et il y a les mêmes pratiques chez certains et tout ça. Et quand je vous dis c'est une guerre de l'information, de la désinformation, c'est vraiment une guerre. Parce que nous on est là, et il y a aussi les gens qui étaient là dans l'ancien gouvernement et qui contrôlaient aussi Internet, les gens qui pirataient, ils ont le même niveau de compétence que nous, un peu inférieur, il faut dire, que le nôtre. Et donc ils savent désinformer, donc c'est vraiment une guerre de l'information. Ouais. Bon, ce que je voulais savoir aussi, très rapidement, d'abord, est-ce que si vous deviez avoir 3 priorités pour la jeunesse, justement, en Tunisie, quelles seraient ces 3 priorités actuellement? Pour moi, ce serait Internet généralisé partout. Sinon, donc, l'emploi, c'est clair. Des cadres. Je pense que c'est les 2 seules priorités. Ah oui, la liberté, mais ça on l'a déjà obtenu. C'est bon, ça on a. La liberté d'expression, avant tout et surtout. La démocratie délocalisée, on va dire. Je ne veux pas que les gens choisissent uniquement leur président, parce que ça c'est un truc que Aziz on l'a convaincu plutôt. C'est que dans certaines localités, le gouverneur ou le maire, c'est même pas le président, c'est Dieu, carrément. On va les changer. Voilà. Je sais, ça je l'ai appris. Mais ce serait bien que les gens puissent participer au processus de sélection des gens qui vont gouverner et disposer d'une grande partie, on va dire, de leur vie. Et troisièmement, et j'estime que ce n'est pas moins important que les autres, développer la société civile, développer les structures, les organismes de la société civile. Il faut de l'encadrement, il faut des gens qui recrutent des gens, qui les forment et qui leur permet de faire ce qu'ils savent faire le mieux,
et qui permet de détecter les talents et puis surtout de canaliser toute cette énergie débordante. Parce que personnellement, depuis que je suis tout petit, je regarde ce qui se passe dans les stades et je me dis waouh. Dans les stades de foot. Dans les stades de foot, je me dis, toute cette énergie-là, si on l'investissait, on pourrait faire des trucs beaucoup plus balèzes que les pyramides égyptiennes. On pourrait dire pourquoi on ne renverserait pas le régime de Ben Ali. Ce qui se passe dans les stades, c'est une mini-émeute. C'est du hooliganisme en fait. C'est ça qui parle. Je comprends. Et vous, Je pense que la priorité est de faire participer les jeunes à la création des décisions, à la vie politique. Il y en a marre que les jeunes subissent ce que moi j'appelle les dinosaures, des gens qui ont 70, 80 ans et qui décident pour des jeunes alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je pense qu'il est temps pour les jeunes d'entrer sur la vie active, de décider, de faire des choix. Je pense qu'ils vont démontrer qu'ils en sont capables et qu'ils font des bons choix. Ça de un. De deux, je pense que nos jeunes, m'ont compris, on mérite une meilleure éducation. Le système éducatif tunisien, il n'y a pas suffisamment d'histoire, il n'y a pas suffisamment de culture civique, il n'y a pas suffisamment de culture légale, et même l'histoire quand on l'enseigne, elle est modifiée, il y a des parties qu'on n'en parle pas, notre histoire c'est très simple, Carthage, des Romains, hop, Ben Ali, parce qu'il y a eu juste la libération, les Français, il était gentil, il était là, et on passe. Donc moi je vous dis que vous demandez dans un lycée, vous demandez n'importe quel élève, donnez-moi 5 martyrs pour apprendre. Côté histoire, côté civique, non. Ça manque gravement. Et je pense que le troisième, c'est l'emploi. Et pas l'emploi dans le sens comme dans le droit. Moi, je pense que si on donne une bonne éducation, on ne fait pas tout le monde passer au bac, tout le monde passer au concours pour dire on a tel chiffre ou on a fait réussi telle personne, et on donne des formations beaucoup plus solides, plus difficiles, on fait une meilleure sélection. Je pense que celui qui sort, il travaillera, celui qui ne réussit pas pourra s'orienter vers autre chose, il ne sera pas focalisé avec un diplôme qui ne servira à rien, il le sait, le professeur peut l'enseigner, le sait. Donc je pense que ce sont ça, à mon avis, les 3 premières priorités. Aucun de vous ne m'a parlé de l'internationalisation, au moins de l'interafricanisation de votre mouvement. Vous n'y avez pas pensé. C'est déjà en cours. C'est vraiment un mouvement national ou bien vous pensez que, au contraire, vous devez vous joindre à d'autres partis? Question que je pose. Vous savez, ça me rappelle, ça va peut-être vous faire rigoler, mais ça me rappelle un épisode de cartoon que j'ai vu. Pendant tout l'épisode, il y avait une polémique par rapport au racisme. C'est-à-dire il jugeait le comportement de certains enfants comme étant extrêmement raciste. Et après, quand ils ont analysé la situation, ils ont constaté que ces enfants, ils ne voyaient absolument aucune différence entre ce mec blanc et ce mec noir. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient différents. Et en fait, c'est ça. Donc quand vous me demandez ça, personnellement, je pense que ça va de soi. Personnellement, je suis actuellement en colocation avec deux Gabonais. J'ai jamais estimé qu'il fallait mettre, juste une petite seconde, j'ai jamais estimé qu'il fallait préciser ceci comme une étape à laquelle on viserait, parce que pour moi ça va de soi. Vous voyez, ça fait 2 ans que personnellement je participe dans une autre association, GCI Arts, et on prévoit de faire des concerts avec des reggaeman africains, avec des rappeurs du 4 coins du monde. Voilà, donc pour moi personnellement, après je ne veux pas parler de mes amis, aujourd'hui il n'y a plus de... Pour moi, je ne considère pas les choses d'un point de vue de nationalité. Pour moi, on est tous citoyens du monde. Ce qui peut nous mettre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on se range les uns avec les autres, c'est des causes communes, c'est tout. Mais sinon, Tunisiens, Russes, Arméniens, Français, c'est juste des papiers. Juste sur ce sujet-là, moi je pense que le prochain Che Guevara sera tunisien, il y aura un laptop. On a déjà commencé à exporter notre révolution, ça va être même, et moi je vous dis que vous allez le voir. Dans le cas d'Égypte, c'était le cas. Lorsque j'ai coupé Internet, j'étais en Belgique, j'ai contacté des Égyptiens, on a trouvé là où il y avait Internet, on les a envoyés là où il y était Internet, on a eu des informations, et voilà, ça commence. Et ils disent, mais voilà, avec des gages. Ils ne sont pas francophones. Hein. C'est un peuple anglophone. Voilà, c'est un peuple anglophone, mais ils utilisent des mots de gages. Surtout les jeunes, parce que les francophones, c'est l'ancienne génération des années 30. Justement. Le temps de Napoléon. En Tunisie, on disait, le peuple veut la chute du gouvernement. Eux, ils disent, le peuple veut la chute du système. Donc, c'est du pareil même. Hein. C'est du copycat.
Carrément. C'est du contrôle-C, En contrôle-V. fait, on est plongé, c'est Internet, il y a pas, donc on est plongé dans Internet et il n'y a plus de frontières. Donc ça, il faut. Moi, j'ai une vision des sociétés futures basée sur frontières non géographiques. Et donc, j'ai une idée de ce qui va se passer et qui est encore qui est en train de se passer là devant nous. Nous, on ne fait absolument pas de la différence et nos confrères égyptiens qui ont participé à notre révolution activement en faisant des attaques sur les sites gouvernementaux, parce que ce dont je parlais tout à l'heure, ils ont vraiment participé à notre révolution, à nous les Égyptiens, et là on est en train de participer, comme il dit, ils trouvent des... Là ils ont coupé tous les sites, tout Internet, et là on est en train, lui il a trouvé où il y avait Internet, et moi là je suis en train de trouver d'autres moyens pour envoyer de l'équipement d'Internet par satellite. J'ai eu un contact à travers les États-Unis qui m'a dit je suis disposé à envoyer de l'équipement Internet par satellite en Égypte. J'ai recontacté des amis en Afrique du Sud qui sont égyptiens, qui ont des contacts en Égypte, qui vont faire passer l'équipement en Égypte. Et donc c'est comme ça que ça marche, c'est maintenant. Et donc là, pour nous, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un exemple concret de la mobilisation de la Société mondiale de l'Internet. Là, en Égypte, on sait que l'Internet est coupé. Et là, il y a eu Google, le moteur de recherche et fournisseur de services, le géant du net, un peu l'empereur du net, si vous voulez. Il veut se faire détrôner, bref. Donc, ils ont créé un service, ils se sont associés à Twitter, le site d'information en temps réel de microblogging. Un réseau social tout comme Facebook, mais il est épuré, ultra efficace pour la transmission d'informations en temps réel, c'est notre arme ultime. Et avec une autre société dont j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est quoi le service qu'il a permis? Vous pouvez faire des tweets vocaux. C'est-à-dire, vous enregistrez un message vocal sur votre ordinateur, vous l'envoyez à un opérateur et il se publie sur l'interface Google. Et qu'est-ce qu'ils font les activistes derrière? Ils récupèrent et ils traduisent. Parce que les Égyptiens, ils parlent en arabe et en dialecte égyptien et en anglais. Et nous, par exemple, on a besoin de toucher les médias français, francophones. Donc on traduit en français et on relaye sur Twitter. Il y a des équipes qui sont là avec un casque sur les oreilles. Ils écoutent les tweets, ils retranscrivent ça, ils tapent ça. Et d'autres équipes reprennent des pour traduire et pour passer ceci en marquant dessus, en mettant en copie les médias internationaux, que ce soit le compte du média ou le compte de journaliste précis. Un point important là, c'est la participation de Google, qui est en entreprise. Alors là, c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans Internet, donc elles sont dans notre réseau social aussi. Si Google fait ça, c'est qu'elle est au courant de ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des contacts à l'intérieur de Google, dans le réseau social. Et il faut savoir aussi, par exemple, que Google a été beaucoup touché parce qu'ils ont un employé qui s'appelle Wael Rouning, qui est égyptien et qui a disparu depuis quelques temps. Donc ils sont vraiment touchés. Nous, on a rapporté ça à Google, on est en contact avec Google, donc on a trouvé des solutions avec Google pour qu'ils fassent ça. Et nous, par exemple, quand il y avait des attaques sur nos comptes d'email, par les pirates du gouvernement avant, donc on avait aussi des contacts à Google pour récupérer nos comptes. Donc l'entreprise, elle est impliquée aussi, les entreprises privées. Et Facebook, il s'est investi avec nous aussi. Juste un petit mot avant de conclure cette histoire, parce que j'ai un truc, quand vous nous avez demandé vos projets, vos priorités, il y a un truc que j'ai oublié, dont je viens de me souvenir jusqu'à ma connaissance, et vous pouvez me rajouter, c'est par rapport à la moralisation de l'industrie, bon, pas de l'industrie, à la moralisation, des médias, et de l'économie en général. Parce que Google s'est investi et a aidé à libérer l'Égypte. J'aime pas trop Facebook, mais il ne faut pas oublier que Facebook a aussi aidé les Tunisiens parce qu'il a configuré une interface sécurisée de connexion pour nous éviter de tomber dans le piratage du gouvernement. Il a fait en sorte que quand vous tapez facebook.com, on a fait beaucoup de pression depuis des années sur Facebook. On est bien d'accord. C'est ça la différence. On est bien d'accord. Mais parce que je ne voulais pas dire que Facebook est une société moralement impeccable. Mais le fait qu'elle s'investisse dans ce truc-là, que ce soit à cause de dépression ou autre chose, ça les aide. Bon, peut-être parce qu'ils vont bientôt rentrer en bourse, donc ils voulaient redorer un peu leur blason. Mais bref, ce serait bien d'avancer vers une économie plus morale, pas à la manière que veut le faire M.
Sarkozy, mais ce serait bien de passer à une économie plus morale, dans la mesure où elle pense à autre chose, mis à part se remplir les poches. C'est quand même très, très décevant de voir la Tunisie perdre des indices suite au congrès de Davos, alors qu'on est en train de créer une démocratie à partir de zéro, créée à 100% par le peuple, sans aucun soutien politique, ni... Voilà. Je vais passer à travers vous un message aux Nations Unies. Ah, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, justement. Qu'est-ce que vous attendez de nous? S'il vous plaît, si les dictateurs du monde se rassemblent et vous demandent de classer Internet comme arme de destruction massive, n'acceptez pas. C'est notre seul arme. Et je pense aussi qu'il faut des réformes aux Nations Unies. À commencer par quoi? Soyez À plus commencer accessibles. par ça, par exemple, ça ressemble beaucoup au discours de Ben Ali. Ah, Oui, dis-nous pourquoi. c'est très formel, voilà. Vous voulez qu'on parle le langage de l'Internet? Si vous voulez, ça Oui, commence Communiquez par- par vidéo. Soyez Ça accessibles. commence par... Soyez accessibles, on peut vous joindre. Non, non, mais vous avez raison, c'est vrai. C'est les formes, c'est pas les substances. Ben là, il n'a pas. Je ne pense pas qu'il parlait de ce qu'on dit droits de l'homme là. et liberté. Ils ont peur de sortir des La discours liberté qui ressemblent d'expression, beaucoup à le ça. droit de l'homme, ne respecte pas tout ça. Ce qui compte, c'est les faits. Exactement, Voilà. on fait autrement. Oui. Pas comme Mais par contre, pour parler plus sérieusement, entre guillemets, si c'était un peu sérieux ça, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là en ce moment, des petits groupes qui travaillent sur Internet comme un droit fondamental et sur l'accès à l'information comme un droit fondamental de l'être humain. Et ça, c'est très très important. Donc là, on a trouvé que c'était vraiment important. Je pense que vous pouvez utiliser ça pour faire avancer cette cause. Ce serait bien si... Et il y a des pays où Internet est déjà un droit constitutionnel. Ce serait bien si vous pouviez aussi créer une organisation, pas comme RSF, mais pour les internautes. Parce que RSF, elle protège les reporters sans frontières. Ils ont une cellule qui protège. Ils ont écrit sur le web, je pense. Internautes sans frontières, c'est ça? Internautes Internautes sans frontières. C'est internaute. Ce serait internaute. Mais ça, c'est aux internautes de créer, pas de leur prendre dessus comme ça. Oui, c'est vrai. Ils peuvent y aller eux-mêmes. Mais Il faut le chapeau des Nations Unies, ça donne une immunité. c'est bien si ça pouvait être encadré par les Nations Unies, parce qu'il y a combien de journalistes pour contrer la RSF, mais il y a combien d'internautes? La RSF a été créée par un individu, c'est Robert Ménard. J'ai discuté avec lui avant qu'il crée. Vous avez aujourd'hui l'occasion de le Ah, faire. Osmani, à Si on l'époque, ne le fait pas, les internautes vont bien faire. Voilà, c'était une Mais proposition. qu'est-ce que vous avez fait dit que c'est très important. On a besoin d'une Nations Unies plus moderne, plus efficace. C'est exactement le message. Et surtout accessible. Accessible. Voilà. Parce que moi, si j'essaie de contacter les Nations Unies, je vais envoyer une dizaine d'emails. Peut-être que nous sommes très stricts, très forts. Je vous donne ma carte pour commencer. Ah d'accord, c'est ça. Oui, je sais très bien. Ça, c'est un message. Ouais. Mais plus sérieusement, est-ce que vous avez des idées très sérieux. spécifiques sur ce qu'on peut faire ici en Tunisie en tant que robot qui commence à travailler? C'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas là, en ce moment, donc on ne sait pas ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire, pourquoi vous êtes... c'est quoi exactement vos fonctions. On entend parler de l'ONU quand ils envoient une force militaire dans un pays dans le monde. Et à part ça, on ne connaît pas vos activités, ce que vous faites concrètement. Donc je ne sais pas ce que Vous avez vous postulé pouvez faire pour pour la l'abonnement. Il a été reçu aux Nations Unies, il était applaudi aux Nations Unies, il était écouté aux Nations Unies, on lui a donné, même on l'a écouté quand elle a l'année nationale de la jeunesse, on a donné des crédits, et ça on vous en veut les Nations Unies. Parce que vous lui avez donné beaucoup de crédits, et ça les aide. Et pas dans le domaine de droit de l'homme. Si. Dans le Et domaine du droit de l'homme. il n'était pas très critique, disons. Et même les critiques, il était timide. Et voilà. Donc ça lui a donné un crédit. Ça lui Il a utilisé beaucoup les mots droit de l'homme, mais
Le souci, c'est que personnellement, j'arrive pas à comprendre comment, après les événements de Dave Gafsa 2008, Voilà. il demande que de 2010 soit l'année de la jeunesse décrétée par Alors la qu'il a Commission. massacré. Évidemment, vous êtes la bienvenue. Et la réponse qu'il a fait, c'est de tirer sur les jeunes. Il n'est pas présidé par la MI là actuellement? Non, le haut commissariat aux droits de l'homme, le haut commissaire est un. C'était pas une femme libyenne qui Non, était- c'est Madame David Pili, qui Non. est ancien juge à la Cour pénale internationale D'accord. et qui a reçu un mandat de l'Assemblée générale après avoir été proposé par le secrétaire général. Et elle a un mandat de 4 ans. Maintenant, vous parlez maintenant du Conseil des droits de l'homme, Ah, qui a remplacé l'ancienne commission des droits de l'homme, qui elle a été présidée effectivement par Madame Najati, qui était ambassadeur de Libye, qui était proposée par le groupe africain et qui a présidé parce que c'est un peu de rôle que le groupe préside. Mais ça, c'est le gouvernement. Bon, c'est maintenant, le Conseil des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme a été remplacée par le Conseil des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme est sur Twitter. Le Conseil des droits de l'homme, enfin, nous l'avons fait avec notre ami Pravin, et sur Facebook. Et nous essayons, en fait, nous avons aussi l'examen périodique universel. Tous les gouvernements, un par un, vont passer pour voir la situation des droits de l'homme examinée par le Conseil et qui se fait en webcast direct. d'accord. De ce côté-là, on essaye de moderniser. Bon, on n'y est pas tout à fait encore, mais je pense que nous. Et quels sont vos moyens d'action? C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait votre rapport et que quelqu'un l'aura lu, il faut... Non, mais on fait beaucoup de choses très pratiques, par exemple, on fait les visites de la prison, on fait les choses. Mais comment vous changez les choses? Si vous trouvez quelque chose qui est bien dans une Est-ce que prison, vous avez des moyens de vraiment changer juste un Dans rapport les cas de Tunisie, on a fait beaucoup. On a fait avec les sociétés civiles. On était dans les sociétés de Tunisie. On n'était pas. Ça, c'est la première mission de notre bureau. des gens? Pardon? Vous pouvez protéger par exemple des opposants? On essaye, bien sûr. D'accord. Ouais, on essaye. Les moyens de pression sur les femmes démocrates, les sociétés civiles tunisiennes, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est-à-dire qu'on ne réussit pas tous les jours. Bien sûr, ça c'est pourquoi on a une crise de droits de l'homme dans le monde entier. Mais on travaille dans ce domaine et c'est important. Mais on était dans les périodes de ménage, on était dehors, on n'était pas dans la Tunisie, on n'était pas permis de travailler avec les Il ne faut pas faire des missions secrètes. C'est obligé d'être invité. C'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs quand vous avez évoqué les visites en prison, parce que j'ai beaucoup enquêté sur ce sujet. J'ai appris que quand des représentants des Nations Unies ou la Croix-Rouge, elle vient, la prison elle est nickel, elle est propre. Et en plus, vous savez ce qu'ils font? Ils font transférer des prisonniers des chambres là où c'est trop encombré, ils les transfèrent dans d'autres chambres, et ils font rentrer la commission, et ils donnent déjà un ordre aux prisonniers de ne parler à personne, ils choisissent des prisonniers qui sont plus ou moins loyaux envers eux, parce qu'après il y a des entretiens individuels entre les personnes de la commission et les prisonniers. Voilà. On a choisi nous-mêmes les. Parfois, c'est soit ils sont choisis, soit ils voient le monsieur et avec un policier qui est à 2 mètres. Non, Ça sert à rien. Juste une Vous question. savez, moi, Vous avez c'est- visité le sous-sol du ministère de l'Intérieur. C'est pas en prison on trouve les machines de torture. Mon rêve, c'est que cet endroit-là devienne le musée de la torture en Tunisie. Vous avez raison. Mais Vous c'est avez là raison. c'est là qu'il faut y aller. Ça, c'est pourquoi on a Non, besoin c'est de pas travail médiéval. très concret. Moi j'ai vu un ami aujourd'hui qui a été torturé à peu près à la même période que moi au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Il m'a dit qu'ils avaient de nouveaux équipements électromécaniques. Alors, c'est vrai. C'est tout à fait. Oui, ils ont des trucs, des appareils qui ressemblent un peu aux appareils utilisés pour les voitures, avec des chaînes ils appuient sur le bouton. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un mec qui dirigeait un club sportif qui a ramené. Il faut trouver la marque. Mais oui, et voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Ils ont ramené une machine spéciale pour contrôler le dopage. Ils voulaient contrôler le dopage dans les sports. Et vous savez ce qu'ils en font de cette machine? Ils
ils se font des analyses d'urine aléatoires aux gens. S'ils trouvent un pourcentage de THC ou de cannabis dans votre urine, vous allez directement rentrer. Alors que la machine, elle est à la base, elle a été créée pour déceler le dopage dans le sport. Donc en fait, ce qu'il faut vérifier surtout, c'est les procédures. C'est pas ce qu'on annonce comme décision, c'est ce qu'on fait concrètement de ces décisions sur le terrain. Ouais. Nous aussi. Bon, merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé par vous, mais ce n'était pas la moins intéressante. Je pense que nous aurions beaucoup d'attentes si on avait fini la Tunisie sans avoir vu. C'est infiniment extraordinaire. Juste un dernier mot. Ce qui s'est passé, on l'a filmé. Vous me donnez votre autorisation de mettre ça sur Internet. J'ai une obligation morale de vous demander ça. D'accord. Merci. On n'a pas de... Ah d'accord. Nous sommes modernes quand même, comme c'est mais pour vous, les plus efficaces, c'est Facebook et Twitter, Elle a été censurée il y a 2 semaines. Donc forcément. Oui, en fait, tous les réseaux sociaux sont bons pour s'organiser, etc. Sauf que là, on avait que Facebook et Twitter, qui n'étaient pas censurés. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est mon ancien boulot, mais il a l'adresse email, donc c'est bon. قبل ما تصير الأحداث بأسبوعين كان جاء واحد تونسي رجل في الجنة كان شكله الأساسي إنه الإنترنت مع الإنترنت أنا ما كنتش متخيلة أبدا إنه هالقد الوضع الإنترنت هالقد مهم في تونس السباس سوسيال Internet is what you make it. حولناها للوضع الشباب العربي خلاق انا بدخل التاريخ عشانكم la position du snake. Ah oui, vous allez sur Twitter, je vous assure, vous allez sur Twitter, trouver snake sur le toit de la mosquée à tel quartier, snake sur quoi شوفوا واحد وحطوا على تويتر ولا فيسبوك ما tout le monde relais derrière. يعني من بعد à un certain moment tous les commerces étaient fermés, chez les gens avaient peur de la sécurité. Pour les commerces avaient ouvert leurs portes, on faisait tourner un peu partout et on repérait la bise ouverte, on se disait voilà celui qui veut pas, il y a une boulangerie à tel quartier, il y a vous pouvez tout faire avec Internet. Et c'est instable. Vous ne pouvez jamais censurer Internet. Vous créez une dizaine de miroirs et vous vous retrouvez avec un problème encore plus gros que celui que vous avez essayé de censurer. Merci.